Non, je pense que toujours, les livres ont exercé sur moi une fascination. Dès mon enfance, on commence à lire des bandes dessinées, hein, bien sûr, puis des romans d'aventure. Mais j'ai trouvé dans les livres une vie beaucoup plus importante, beaucoup plus réelle, beaucoup plus essentielle, beaucoup plus archétypale, pour ainsi dire, que dans la vie réelle. Je ne connaissais pas Proust, mais j'ai découvert plus tard que Proust avait dit la vraie vie, c'est la littérature, hein. Et puis un homme comme Kafka qui dit tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais, du verbe haïr, vous voyez. Donc tout cela, je l'ai découvert après, mais dès mon enfance, j'ai toujours senti que par l'intermédiaire des mots, hein, on pouvait donner à la vie beaucoup plus de poids, beaucoup plus de consistance, beaucoup plus d'essentialité, hein. Les mots, finalement, remplacent notre pauvre vie, hein, qui est réduite à sa propre finitude, et finalement nous font miroiter, hein, un monde où les choses méritent justement d'être ainsi nommées. Donc il est évident que l'amour de la littérature, comme l'amour du texte, hein, qu'est-ce que ça veut dire texte? Texte, ça veut dire textus en latin, textus, ça veut dire enlacement, contexture, ça veut dire tissu aussi, quelque chose qui est tissé, hein. Dans la vie, tout s'effiloche, tout part à volo, hein. Et ça, j'ai découvert plus tard, bien sûr, hein. Mais j'en avais déjà le pressentiment étant enfant. Or, dans le texte, dans ce tissu très serré, eh bien, finalement, l'effilochement des choses, l'entropie, c'est-à-dire le refroidissement généralisé des choses, la rouille du temps qui se dépose sur tous les objets, quels qu'ils soient, etc. Dans le texte, tout cela est nié, hein, puisque le texte nous apparaît toujours avec sa primitive nouveauté. Donc je crois que un texte justement a un poids que n'a pas la vie. Regardez par exemple une rupture amoureuse, bon, ou la mort de l'être aimé. C'est pas grand-chose, mais quand Lamartine écrit le lac, par exemple, hein, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Eh bien, son aventure avec Elvire, elle est magnifiée, elle est immortalisée, et donc là, le texte ne s'effiloche pas, hein. C'est une strophe qui est telle comme un bloc de diamant, si vous voulez, hein, et c'est tout ce qui nous reste, mais c'est peut-être de cette histoire, hein, de la mort d'Elvire, mais c'est peut-être, et c'est sûrement, de mon point de vue, l'essentiel. Donc j'ai fait ma thèse, d'abord mon diplôme d'études supérieures de littérature et puis ma thèse sur le naturalisme. J'ai d'abord étudié Zola seulement, les Rougon-Macquart, et ensuite j'ai ouvert mon enquête à l'univers naturaliste tout entier. Mais en grandissant, en évoluant, comme on dit, dans la vie, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un systématisme de l'échec, hein, qui finalement pouvait être problématisé. Au point que, à l'âge que j'ai maintenant, je ne suis pas aussi pessimiste qu'autrefois, hein. Et cet univers naturaliste a été un temps dans mon univers mental. Maintenant, je pense un peu comme le disait Claudel, que le pire n'est peut-être pas toujours sûr dans l'existence et que finalement, on ne sait pas. Voilà, hein. On ne sait jamais, jamais on ne sait, vous voyez, hein. D'ailleurs, ça correspond à l'évolution de tout être humain. Il y a une chanson qui est chantée ou dite d'abord et puis chantée par Jean Gabin, qui s'appelle Je sais, je sais, hein. Quand j'étais haut comme trois pommes, je disais toujours je sais, hein. Et puis après, Gabin étant arrivé à la vieillesse, dit maintenant tout ce que je sais, il dit, ce que je sais, c'est que quand quelqu'un nous aime, il fait très beau, vous voyez. Bon, et puis finalement, on sait que l'on ne sait pas grand-chose, vous voyez. Donc, on est plus sceptique quand on vieillit.
c'est la rançon de la vieillesse. Il n'empêche quand même que, comme je vous l'ai dit hors micro, Sandy, mon auteur préféré, c'est Flaubert. C'est Flaubert et en particulier l'éducation sentimentale, l'avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale, que je ne peux jamais relire sans avoir les larmes aux yeux, parce qu'on y voit effectivement un échec, mais un échec transfiguré par la magie du souvenir, vous voyez. Frédéric n'a pas pu avoir une relation avec Madame Arnoux, la femme qu'il a aimée toute sa vie. Cet amour est resté platonique. Mais à la fin, quand elle lui dit qu'elle avait deviné son amour, alors Flaubert écrit « Il ne regretta rien, Frédéric, ses souffrances étaient payées. » Vous voyez. Donc, je pense que cet avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale, que j'engage tous les auditeurs et tous les spectateurs à lire, eh bien, il a autant de grandeur que le décalogue de Moïse, si vous voulez, que les 10 commandements ou 10 paroles dans la Bible juive ou chrétienne. C'est une idée de Kafka. Kafka mettait cet avant-dernier chapitre au même niveau que ce fameux décalogue. Donc, c'est le sommet, surtout avec le style flaubertien qui donne justement au malheur de l'allure. Alors qu'avec le recul, je m'aperçois que les naturalistes de Zola et de son école n'avaient pas cette magie du style. Mais enfin, c'était des gens quand même intellectuellement et littérairement très honnêtes. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu. Un feu, voilà. Je disais toujours à mes étudiants en Hippocagne qu'un cours devait être comme les Galeries Lafayette. Aux Galeries Lafayette, il se passe tous les jours quelque chose. Il se passe à chaque instant ou à chaque heure quelque chose. Donc, il faut effectivement éveiller l'esprit, et non pas gaver un récepteur, pas du tout. Donc, il y avait un dialogue et les réponses, justement, des étudiants me faisaient réfléchir beaucoup à ce que j'enseignais. Donc, j'ai un très bon souvenir de mes années d'enseignement, surtout dans les classes post-baccalauréat, où, alors là, la curiosité me mettait en question moi-même. Un exemple, tout simplement, un jour j'expliquais Pascal et je disais le Christ ou Jésus, ou je ne sais plus, est venu pour nous sauver. Eh bien, une étudiante a levé le doigt, elle m'a dit « Mais pour nous sauver de quoi, monsieur ?» Eh bien, j'ai pas su quoi répondre. Eh bien, elle m'a déstabilisé et je bénis cette étudiante de m'avoir posé cette question, parce qu'elle croyait qu'il s'agissait d'un danger imminent qui nous menaçait, comme si on était en train de se noyer ou quelque chose. Nous sauver de quoi? Alors, dans mon esprit, c'était nous sauver du péché originel, mais je répétais un catéchisme. Donc, j'ai cessé de répéter ce catéchisme. Qu'est-ce que ça veut dire, catéchisme? Catéchisme, c'est répéter comme un écho, ékein, c'est du mot grec, c'est du grec, ékein, une voix qui est descendue d'en haut, kata, qui descend. Bon, c'est répété comme un perroquet, une voix qui vient d'en haut, un écho. On ne raisonne pas avec AI, on raisonne avec et accent aigu, vous voyez. Donc, c'est de la pure écholalie, c'est-à-dire du bavardage en écho. On appelle ça du psittacisme, du grec psitakos, qui veut dire perroquet, vous voyez. Donc, beaucoup d'enseignants, hélas, sont encore des perroquets. Eh bien, moi, j'acceptais de me déstabiliser. Je ne suis pas le seul, bien sûr. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de mes collègues faisaient la même chose que moi. Il fallait être déstabilisé par des questions et se mettre justement à réfléchir dessus. Et depuis, à propos de nous sauver de quoi, monsieur, j'ai réfléchi que l'idée d'une religion sotériologique, d'une religion du salut, c'était l'idée majoritaire chez nous, dans le monde judéo-chrétien, mais d'autres options étaient tout à fait possibles. Je pense que l'essentiel, c'est la transmission. La transmission. Aujourd'hui, on vit simplement dans le présent, dans l'immédiateté de l'instant. Regardez Internet, c'est l'immédiateté. Un buzz sur Internet dure quelques heures maximum. Bon, cela fait un grand bruit pendant quelques heures seulement.
Donc, pour lutter contre cette amnésie, finalement, contre cet éparpillement, contre, comment dire, cette atomisation, en quelque sorte, des individus, hein, ce nomadisme constant, on papillonne de ça, de là, etc., j'ai pensé que des livres, laisser des livres derrière soi, hein, pouvait quand même favoriser cette idée de transmission. Alors je sais bien que de la part des élèves, souvent la transmission, c'est le souvenir qu'ils ont de l'enseignement de leur maître. Hein. Je le sais ça. Mais j'ai pensé que pour garantir un peu mieux en quelque sorte ce souvenir, coucher par écrit justement ce que je disais en classe, par exemple, était un atout qui n'était pas négligeable, qu'en tout cas il fallait explorer cette voie. Mais je suis persuadé, je le répète, qu'aujourd'hui, le problème de la civilisation occidentale, c'est le manque de transmission, hein, au bénéfice d'on ne sait quel goût de la nouveauté, hein, de la nouveauté à tout prix. On oublie la tradition. Alors qu'est-ce que ça veut dire tradition? En latin, tradere. Ça veut dire transmission, tradere. Hein, en grec, paradosis. Voyez, hein, donc c'est la transmission, traditio. La tradition, c'est transmettre, hein, transmettre. Alors à ses élèves d'abord, hein, éventuellement ses disciples, entre guillemets, encore que je n'aime pas du tout ce mot, parce que je ne me sens pas comme un gourou, pas du tout. Hein. Surtout, je ne voudrais pas être un gourou. Hein. Il faut que ceux qui m'ont écouté fassent leur chemin eux-mêmes, éventuellement que ceux qui ont lu mes livres les laissent de côté et découvrent en eux-mêmes ce que j'y ai écrit, si ce que j'ai écrit est bon, qu'ils fassent le tri aussi, si ce que j'ai écrit ne mérite pas d'être retenu, que cela ne le soit pas.